Vous avez peut-être entendu parler de la tribune du collectif NoFake Science qui a été publiée récemment et qui a fait un petit peu de bruit. Surtout si vous êtes sur Twitter, vous avez forcément vu ça passer. Et cette tribune invitait donc à un meilleur traitement de l'information scientifique dans les médias, en gros. Je ne fais pas partie de ce collectif, mais je fais partie des nombreux signataires de cette tribune, dont je vous mets le lien dans la description et je vous mets aussi le lien de plusieurs fils Twitter que j'ai écrits où j'en discute. Et je ne compte pas revenir sur le détail de tout ça, je vous rassure, je vais essayer de voir les choses sous un angle un petit peu plus large dans cette vidéo. Cette tribune NoFake Science est loin de faire le tour des problèmes dans le traitement de l'information scientifique dans les médias. Elle se focalise sur certains aspects, ce qui peut donner du coup l'impression qu'elle ignore les autres, mais on peut présumer que c'était dû au fait que pour être publiable, il fallait 4000 signes et pas 40 000. Et si vous voulez avoir des informations plus complètes sur les circonstances compliquées de la rédaction de cette tribune, je vous engage vivement à aller voir sur Science for All cette interview de Nicolas Minier, un des rédacteurs et membre du collectif. C'est fort instructif. Dans cette vidéo, donc, je voudrais parler non pas de ce que cette tribune dit, ou de ce que cette tribune ne dit pas mais aurait dû dire, ou de ce qu'elle dit implicitement du fait qu'elle ne dit pas ce qu'elle aurait dû dire. Bref, je voudrais parler de la question plus générale et plus intéressante de savoir comment l'information scientifique pourrait être mieux traitée dans les médias. Et je vais le faire en prenant garde de ne prononcer aucun de ces mots qui ont tendance à crisper très vite les positions. Je vais plutôt parler de X ou de Y, on va essayer d'appréhender la question à un niveau plus formel et général. Je pense que c'est globalement une bonne chose à faire pour éviter les réactions épidermiques sur tel ou tel sujet qui fâche. Il me semble important de partir de l'idée que l'un des objectifs du traitement journalistique d'un sujet scientifique, au sens d'un sujet touchant à un champ étudié par une communauté de chercheurs, ça devrait être d'informer correctement quant à l'état de l'art de cette communauté. L'état de l'art, c'est-à-dire l'état actuel des connaissances scientifiques sur ce sujet. Je ne dis pas bien sûr que c'est le seul objectif à poursuivre, mais je dis que c'en est un, et j'aurais tendance à penser que c'est même l'un des plus importants dans la mesure où il me semble raisonnable de penser que l'état des connaissances scientifiques à un moment donné constitue non pas la vérité absolue, bien sûr, personne ne pense ça, mais l'approximation la plus fiable qu'on puisse en former à ce moment, et c'est déjà pas mal. Bien souvent, un autre objectif du traitement journalistique d'un sujet X ou Y dans un média, ça peut être aussi quelque chose comme « il faut promouvoir X » ou « il faut interdire Y ». Et je ne suis pas en train de dire que c'est illégitime pour un média d'être ainsi orienté. Le problème, c'est lorsque cette volonté de promouvoir une orientation sur X ou Y amène à renoncer à l'objectif d'informer quant à l'état des connaissances scientifiques sur X et Y, voire à contribuer positivement à ce que le lecteur se fasse une idée incorrecte de cet état de l'art. Si pour vous l'objectif promouvoir X ou interdire Y est tellement important qu'il peut justifier pour les journalistes de ne pas poursuivre l'objectif d'informer quant à certains aspects de l'état de l'art sur X ou Y, dans la mesure où ça pourrait servir à donner des raisons contre votre orientation, eh bien je dirais qu'au moins c'est clair que vous avez une conception du journalisme assez particulière et même franchement problématique. Mais j'imagine que ce n'est quand même pas le cas de l'immense majorité d'entre vous et que nous serons d'accord sur l'importance pour n'importe quel média d'information, quelle que soit l'orientation sur X ou Y qu'il veut plutôt défendre en fin de compte, de poursuivre aussi l'objectif d'informer correctement quant à l'état actuel des connaissances scientifiques sur X ou Y. Et son orientation pourrait d'ailleurs être d'autant mieux défendue si elle s'appuie notamment sur ses connaissances scientifiques. J'espère qu'on est d'accord sur cet objectif et en fait si on est d'accord sur ça, au fond on est d'accord avec l'objectif du collectif NoFake Science, en tout cas tel que je le comprends pour ma part. La question ensuite est seulement de savoir comment améliorer la réalisation de cet objectif. Et on pourrait du coup discuter de savoir si la tribune s'y prend bien ou mal pour réaliser cet objectif. Vous pourriez faire remarquer que la tribune NoFake Science elle-même n'informe pas complètement quant à l'état de l'art sur les sujets X ou Y qu'elle prend en exemple. Mais il faut bien comprendre ceci, exiger que chaque article qui aborde un sujet scientifique soit suffisant en lui-même pour faire entendre l'état de l'art sur ce sujet, c'est absurde tout simplement parce que ce serait impossible. Ce que j'ai dit par contre et qui me semble raisonnable, c'est que le traitement journalistique, c'est-à-dire en gros l'ensemble des articles, reportages, etc. qui portent sur le sujet X ou Y dans un média donné, devrait avoir pour effet qu'un lecteur ou spectateur régulier de ce média se fera en fin de compte une idée plutôt correcte de l'état des connaissances scientifiques sur X ou Y. En tout cas, une idée plus correcte que s'il n'avait pas été lecteur ou spectateur de ce média, en quoi celui-ci l'a bien informé un minimum. Et ça soulève un point qui me semble intéressant pour souligner pourquoi ça ne dépend pas juste de la bonne volonté des journalistes de réaliser cet objectif d'une information scientifique globalement correcte. Imaginons, pour simplifier beaucoup les choses, que l'état des connaissances scientifiques sur un sujet X puisse être résumé en 4 grands points, X1,
X1, X2, X3 et X4. Les deux premiers sont plutôt négatifs à l'égard de X, tandis que les deux derniers sont plutôt positifs, disons. Et l'avis général des spécialistes de X est que c'est un problème complexe, on ne peut pas le régler comme ça, juste en disant c'est super ou c'est trop nul, c'est complexe. Disons qu'un premier journaliste traite de ce sujet en abordant correctement ces 4 points, en faisant un article équilibré qui montre bien toute la complexité du sujet. Bravo, beau travail d'enquête, félicitations. Puis au fil des mois, le même journal ou les journaux du même bord publient une bonne trentaine d'articles qui reviennent sur ce sujet X, mais ce sont des articles moins étoffés. Tous ces articles parlent du point X1, une bonne moitié parle aussi du point X2, un tout petit quart mentionne le point X3 et puis aucun ne parle du point X4. Ce sont divers journalistes qui les ont écrits et aucun n'a le sentiment de mal faire son travail. Ce sont souvent des articles plutôt courts et pas des dossiers et des enquêtes très fouillées. Le sujet est complexe et tout ne peut pas être abordé en même temps dans chaque article. Mais en fin de compte, certains aspects de l'état des connaissances scientifiques sur X auront été beaucoup plus relayés dans ces journaux. Et leurs lecteurs auront donc naturellement presque tous une vision très partielle du sujet. Une vision qui sera dominée par les points négatifs X1 et X2, qu'ils auront lus dans des dizaines d'articles et qui sont presque toujours évoqués dès qu'on parle de X, et ils ignoreront par contre les points positifs X3 et X4 qui n'ont presque pas été mentionnés. Ce qui pourrait leur donner l'illusion que le problème avec X n'a rien de bien complexe. Bah oui, tout ou presque concernant X est négatif, on l'a lu et relu. Donc il faut interdire X, c'est évident, hein, on comprend pas pourquoi c'est pas déjà interdit. Pourtant non, c'est un sujet complexe et ici on a un traitement journalistique. On arrive ainsi à un traitement du sujet X dans ces journaux qui ne réalise pas correctement l'objectif d'informer quant à l'état des connaissances scientifiques sur X qui est beaucoup plus nuancé que ça. Sans pourtant qu'au niveau individuel, on puisse vraiment reprocher aux journalistes d'avoir fait du mauvais travail délibérément. La surexposition des points négatifs X1 et X2 et l'omission des points positifs X3 et X4 n'est pas le fait d'une décision individuelle dans le but de manipuler le lectorat. C'est plutôt le fait d'une multitude de petits choix qui, chacun pris isolément, ne semblaient pas portés à conséquence. Il y a ainsi une sorte de diffusion de la responsabilité de la mésinformation. Alors bien sûr, il peut aussi y avoir des cas où la volonté d'omettre systématiquement certains aspects du sujet est délibérée. Mais c'est intéressant de souligner que ce genre de situation où aucun journaliste n'a la volonté claire de mésinformer sur un certain sujet peut tout de même produire une mésinformation par une somme de petites préférences individuelles. Et honnêtement, je ne sais pas ce qu'on peut faire contre ça, c'est un problème compliqué, mais en tout cas, en prendre conscience et y faire attention, ça peut déjà aider. Et il me semble qu'une partie de la tribune No Fact Science doit se comprendre en ce sens. Quand elle prend sur divers sujets parmi les plus exposés médiatiquement, quelques exemples de points de l'état des connaissances scientifiques qui sont régulièrement omis ou comparativement peu mis en valeur dans le traitement que leur réservent certains médias, tout à fait comme mes points X3 et X4 dans mon exemple imaginaire. Il ne s'agit évidemment pas de dire ni même de suggérer que tout ce qu'il y a d'important à dire sur X se résume à X3 et X4. Il s'agit plutôt de participer à un rééquilibrage dans un contexte où les points qui sont les plus régulièrement mis en avant sont plutôt X1 et X2. Mais bref, admettons donc que le traitement journalistique d'un sujet scientifique X doit notamment poursuivre l'objectif d'informer quant à l'état des connaissances scientifiques sur X. Et pour mieux comprendre cet objectif, il faut commencer par se poser une question toute simple. Comment peut-on se représenter l'état des connaissances scientifiques sur un sujet X, quel qu'il soit? Une façon courante mais qui me semble profondément erronée de se le représenter, ce serait de se dire qu'il s'agit de l'ensemble des points sur lesquels tous les chercheurs, ou en tout cas une part suffisante des chercheurs, sont d'accord. Ces points pouvant dès lors être considérés comme ce qui est scientifiquement prouvé, ce que la science dit sur ce sujet. Cette vision ne va pas parce qu'elle manque cruellement de nuances. Il faut plutôt commencer par considérer que chaque proposition relative à ce sujet X est tenue comme plus ou moins probable au sens épistémique, c'est-à-dire plus ou moins crédible si vous voulez, par chaque chercheur spécialiste du sujet. À partir de là, on peut parler d'un consensus sur un point X1 quand une large majorité de ces spécialistes assignent avec une grande confiance une probabilité élevée à X1. Et le consensus est d'autant plus fort qu'une plus large majorité de chercheurs assignent avec une plus grande confiance une probabilité plus élevée. C'est donc une notion qui a des bords flous et ce n'est pas un problème, au contraire. Il faut se faire à l'idée qu'il n'y a pas juste deux catégories bien nettes, ce qui fait consensus et ce qui ne fait pas consensus, ce qui est prouvé scientifiquement et ce qui n'est pas prouvé scientifiquement. Tout est affaire de nuances. Même dans les consensus, tous ne sont pas aussi forts, tous ne sont pas aussi larges, aussi fiables, aussi solides. Et c'est important d'adopter un langage beaucoup plus probabiliste et donc beaucoup plus nuancé pour parler
de tout ça. Et d'ailleurs, je ne crois pas me tromper en disant que ce point ferait largement consensus auprès des épistémologues et des philosophes des sciences qu'on ferait bien d'écouter un petit peu. En outre, l'état des connaissances sur un sujet ne s'arrête pas au point de consensus. Il y a aussi les points plus controversés mais où la communauté penche tout de même d'un certain côté, et aussi les véritables points de dissensus où la communauté est nettement divisée. L'état des connaissances scientifiques sur un sujet, c'est tout cela à la fois. Et c'est forcément assez difficile, même quand on fait partie de la communauté des chercheurs d'ailleurs, d'en avoir une idée bien précise. Comment faire donc pour informer quant à l'état des connaissances scientifiques si, en définitive, c'est une notion si large, si floue et si difficile à appréhender? Eh bien, en effet, c'est une tâche complexe, mais on peut tout de même dégager quelques grandes choses à faire ou à ne pas faire. D'abord, dans bien des domaines, il y a des institutions scientifiques, des agences, des groupes d'experts dont le but est justement de produire régulièrement des rapports faisant le point sur l'état de l'art sur un certain sujet X. On les connaît pas forcément tous, mais n'importe quel chercheur d'un domaine pourra facilement renseigner n'importe quel journaliste sur l'existence de ces rapports et sur leur contenu. Ces sources-là sont, pour des raisons évidentes, particulièrement importantes. Et notez bien que les sources que citait la tribune No Fake Science, c'était presque uniquement des sources de ce type-là en fait. Diffuser et rendre accessibles les conclusions de ce type de synthèse, ça devrait être une priorité si c'est effectivement une priorité d'informer quant à l'état des connaissances scientifiques, puisqu'après tout c'est exactement le but de ce genre de synthèse. Vous pourriez bien sûr produire vous-même l'analyse de l'ensemble de la littérature sur un sujet, mais si vous n'êtes pas expert de ce domaine, vous devriez reconnaître qu'il y a peu de chances que votre propre analyse soit meilleure, plus informée, mieux construite que celle que produisent ces larges groupes d'experts. Je ferai peut-être d'ailleurs un jour une vidéo spécifiquement sur ce sujet, ce qu'on pourrait appeler la division du travail épistémique. L'idée étant qu'avec le degré de spécialisation auquel on est arrivé et avec la taille des communautés de chercheurs, je maximise la probabilité d'avoir des croyances correctes sur un sujet donné, non pas quand je ne fais confiance qu'à ma propre rationalité et à ma propre intelligence, mais au contraire quand je sais déléguer intelligemment le travail épistémique. Alors ça ne garantit pas contre toute erreur bien sûr, et rien ne peut garantir contre toute erreur, mais ça en minimise la probabilité. Et c'est vrai que ça a une dimension presque humiliante par certains côtés, mais c'est bien l'attitude la plus rationnelle à avoir dans la situation actuelle. Et au fond, c'est cette attitude-là vis-à-vis du travail des chercheurs qui mériterait d'être relayée. Le problème d'un point de vue journalistique, c'est que ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque comme attitude. Au fond, c'est souvent un peu chiant de s'en tenir à des sources faisant la synthèse consensuelle d'une très large littérature. Ça paraît pas hyper excitant a priori. J'imagine bien qu'un journaliste a plutôt envie d'avoir une histoire, un événement, une nouvelle étude vient de sortir avec un résultat surprenant, un chercheur iconoclaste explore des hypothèses controversées. Voilà, ça c'est intéressant. Là, on a une histoire. Le problème, c'est que présenter trop souvent ce genre d'histoire au détriment d'approches plus consensuelles, ça ne contribue pas du tout à informer quant à l'état actuel des connaissances scientifiques. Tout au contraire, ça risque plutôt de contribuer à le déformer en donnant une importance égale à des points de vue qui, en réalité, dans la communauté scientifique, n'ont pas une importance égale, voire qui n'en ont pas du tout en fait. Une étude isolée dans un champ qui en produit des centaines ou des milliers, ça n'a qu'un impact très limité sur les conclusions qu'on peut tirer de l'ensemble de la littérature. Et si le résultat surprend les chercheurs, eh ben il est probable que ce soit justement parce que c'est faux en fait. C'est pas parce qu'il y a eu quelques résultats surprenants qui se sont effectivement avérés que la plupart des résultats surprenants ne sont pas tout simplement faux. Et si un chercheur soutient une hypothèse controversée, l'information la plus fiable là-dedans, mais pas celle que retiendront les lecteurs malheureusement, c'est que cette hypothèse est controversée. Alors ça ne veut pas dire que cette étude et cette hypothèse sont forcément erronées, mais ça veut dire que dans l'état actuel des connaissances scientifiques, il y a lieu de les tenir pour improbables. Or, si un journaliste écrit un papier pour mettre en avant cette étude ou ce chercheur iconoclaste, ce n'est très probablement pas ce que les lecteurs en retiendront. Surtout si, par ailleurs, les éléments de consensus sur ce même sujet sont plutôt rarement exposés. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles l'information scientifique est si difficile à traiter dans des médias dont le but est de parler d'actualité, d'événements marquants. Il y a parfois des événements scientifiques, certes, je sais pas, AlphaGo qui gagne contre Lycédol, ou la première image d'observation d'un trou noir, ça c'est un événement et c'est magnifique. Mais dans des disciplines qui produisent des tas et des tas de papiers, souvent difficiles à analyser, et où l'évolution de l'état de l'art est plutôt un phénomène lent, cumulatif et graduel, ça ne se prête pas du tout à ce traitement événementiel. D'ailleurs, je me dis que peut-être que la raison pour laquelle la sphère des vulgarisateurs scientifiques sur YouTube me paraît produire une information scientifique qui est beaucoup plus saine, c'est que justement, bien souvent, la plus grande part de cette vulgarisation ne concerne pas vraiment la réaction à une actualité scientifique. Il y a beaucoup plus de vidéos qui s'efforcent simplement de faire le point sur ce qu'on sait sur un sujet donné, ou qui éventuellement prennent l'occasion d'une actualité scientifique pour faire le point sur ce qu'on sait sur un sujet donné. Et ça me semble beaucoup plus simple pour informer sur l'état des connaissances scientifiques sans le déformer.
Voilà, j'ai déjà dit pas mal de choses, mais je voudrais rajouter un dernier point qui concerne la présentation de publications scientifiques sur la santé du type X augmente le risque de Y, où Y est une certaine pathologie plus ou moins effrayante. Et si j'en parle, c'est évidemment parce que ce genre d'article est super fréquent et que c'est un point sur lequel il me semblerait pas si difficile d'améliorer grandement les choses dans la sélection des informations et dans leur présentation. D'abord, pour les raisons déjà évoquées précédemment, si l'objet de l'article c'est juste de parler de la dernière étude qui vient de sortir sur le sujet sans du tout remettre en contexte par rapport à l'ensemble de la littérature sur le sujet, autant s'abstenir franchement. Maintenant, même en supposant que l'article ait la bonne idée de se reposer plutôt sur des sources qui font vraiment le point sur l'état de l'art quant au rapport entre X et Y, il n'en reste pas moins que dire X augmente le risque de Y n'est pas et ne sera jamais une façon correcte de présenter les choses. Pourquoi? Parce qu'il manque plein d'informations pour que cette information ait tout simplement un sens. Et plus encore si on veut que ça ait un sens pour des questions de santé pour les êtres humains. D'abord, quelle est la taille de cette augmentation? Est-ce qu'il s'agit de 1% d'augmentation, 10%, 100%, 1000%? La taille, ça compte. L'important, c'est pas juste qu'il y a un effet, c'est aussi la taille de l'effet. Ensuite, c'est quand même important de savoir quel est le taux de base de Y. Et ça, c'est une information qui est très rarement précisée. Et pourtant, ça change énormément de choses au contexte. Si Y est plutôt une pathologie rarissime, une augmentation du risque de Y n'a pas du tout la même portée en termes de santé publique que si c'est une pathologie plutôt fréquente. Une augmentation de 100% du risque d'une maladie qui touche à la base une personne sur 1 million, ça concerne en fait 100 fois moins de personnes qu'une augmentation de juste 1% d'une pathologie qui touche une personne sur 100 en moyenne. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Ok, c'est peut-être pas la phrase la plus claire, mais l'idée est simple. Parler d'une augmentation de quelque chose sans donner la moindre idée du taux de base, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est une information qui est très rarement donnée. Enfin, il faut aussi savoir pour quel type d'exposition à X cette augmentation serait constatée, et en particulier, quelle proportion de la population serait concernée par ce type d'exposition. La ciguë, par exemple, augmente de façon fulgurante le risque de paralysie respiratoire, certes, mais c'est seulement si on y est exposé de la façon appropriée, genre en buvant une bonne grosse coupe. Or, en règle générale, presque personne, sauf quelques philosophes du passé, n'est exposé de cette façon à la ciguë. Donc c'est pas franchement un problème de santé publique, la ciguë. Donc de même, dire que X augmente de 10% le risque d'une pathologie Y dont l'incidence au départ est disons de 1%, ça ne veut pas dire que Y va passer à 1,1%. Ça, ce serait le cas seulement si 100% de la population serait exposée à X de la façon qui produit l'augmentation. Si ce n'est pas le cas, si c'est plutôt une personne sur 1000 ou même une personne sur 1 million qui est concernée par ce type d'exposition à X, ou il se pourrait même que ce soit juste personne, que ce soit juste des conditions obtenues en laboratoire, bah ce sera tout à fait différent et ça réduit d'autant l'impact réel de ce résultat sur la santé publique. Jusqu'au point où en fait cet impact sera tellement proche d'être nul qu'il sera dérisoire par rapport à n'importe quoi d'autre. Si bien qu'on verrait mal en quoi ce serait une information pertinente à relayer si on voulait informer sur un problème de santé vraiment. Or, le fait est que relayer une information en la présentant sous la forme X augmente le risque de la pathologie Y, surtout si c'est le titre de l'article, sachant qu'énormément de gens ne vont pas lire au-delà du titre et du chapeau, et si X a la réputation d'être vaguement présent dans notre environnement, ça véhiculera forcément l'idée que X a un impact important, perceptible sur la santé humaine, et que ce X pose donc évidemment un problème de santé publique. Un journaliste serait donc bien inspiré de réfléchir à tout ça avant d'écrire son article. Au vu du type d'exposition dont on parle pour X, au vu du taux de base de Y et de la taille de l'augmentation, si en fin de compte l'impact est faible voire quasi nul sur la santé publique, est-ce vraiment une information qui mérite d'être relayée, sachant l'impression contraire et donc erronée qu'elle va donner à la plupart des lecteurs? En particulier si par ailleurs le consensus scientifique est que à l'exposition courante à X, il ne semble pas y avoir d'effet perceptible sur la pathologie Y. Et c'est tout à fait possible qu'on ait à la fois ce consensus sur ce point et un consensus sur le fait que pour d'autres types d'expositions beaucoup plus extrêmes, il y a probablement une augmentation de quelques pourcents de l'incidence de cette pathologie Y. Ce ne sont pas deux informations contradictoires et pourtant ce sont deux informations qui pourraient chacune être relayées dans des articles au titre apparemment contradictoire, l'un disant X n'augmente pas le risque de Y et l'autre disant X augmente le risque de Y. Éviter ce genre de titre qui raccourcit ce qui ne devrait pas être raccourci, ça me semble important. Et même une fois qu'on fait les précisions nécessaires, est-ce que ces deux informations sont d'importance similaire pour parler de santé publique? L'idéal serait de transmettre ces deux informations, c'est sûr. Mais il ne me paraît pas absurde de prioriser la première information dans la mesure où elle est plus représentative de l'impact réel de X sur la santé publique. Et qu'au contraire, en reliant seulement la seconde, il y a
de très fortes chances pour que cela finisse par être mécompris, au sens où on finira par penser qu'il est prouvé scientifiquement que X, de façon générale, augmente le risque de Y, et que c'est donc un grave problème de santé publique. Alors même que l'état des connaissances scientifiques sur le sujet vont plutôt dans l'autre sens. Donc voilà, en résumé, préciser la taille des faits, le taux de base, le type d'exposition dont on parle, réfléchir à l'impact global que ça a sur la santé humaine et prioriser les informations qu'on veut transmettre en fonction de tout ça. Ça me paraît très important et très améliorable parce qu'aujourd'hui c'est souvent très mal traité sur beaucoup de sujets. Savoir comment améliorer le traitement journalistique des sujets scientifiques est un problème complexe, difficile, et je n'ai pas du tout la prétention de savoir comment le régler. Je suis loin d'en avoir fait le tour, je n'ai fait que lancer quelques pistes de réflexion qui prolongent la réflexion et l'ambition du collectif No Fake Science, en tout cas tel que je le comprends. Et c'est un sujet qui mérite vraiment notre attention parce que c'est important que l'information scientifique soit diffusée intelligemment, je pense. Ceci pour des tas de raisons, et oui, notamment pour des raisons politiques, au simple sens où si une décision politique doit être prise au sujet de X ou Y, il est évidemment préférable que l'ensemble du public soit plutôt bien informé sur X ou Y, et cette exigence de bonne information inclut en premier lieu le fait d'avoir une idée plutôt correcte de l'état actuel des connaissances scientifiques sur X ou Y, même si évidemment on ne dit pas que c'est le seul élément à prendre en compte. Si on peut s'entendre au moins sur ce point, eh bien on est d'accord sur un objectif et c'est déjà pas mal. Ensuite, la question des moyens pour atteindre cet objectif est bien plus complexe, c'est sûr. J'ai essayé d'en dire 2 mots aujourd'hui, un peu plus que 2 mots même, voilà, en toute cordialité. J'espère que l'espace commentaire va pas se transformer en un champ de bataille, et en tout cas pour ma part, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a plein d'autres trucs que vous pouvez aller voir autour de cette tribune No Fake Science, notamment cette série d'interviews de Lé de Science for All par Alexandre Technoprog, ou bien cette interview de Nicolas Minier, l'un des rédacteurs de la tribune. Et vous pouvez aussi simplement aller voir cette tribune et éventuellement la signer si ça vous dit. Enfin bref, en tout cas j'espère que ce petit format impromptu vous aura intéressé. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant la vidéo, ou bien en me soutenant financièrement sur Tipeee ou Utip. Car non, je ne touche pas de gros chèques des lobbies pro-X ou anti-Y. L'essentiel du financement de tout ce que vous trouvez sur cette chaîne provient de vos dons sur Tipeee ou Utip. Et j'adresse à toutes celles et ceux qui la soutiennent ainsi un très grand merci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais parler de 1984. Je l'avais déjà annoncé la dernière fois, mais j'ai finalement voulu sortir d'abord cette vidéo vu que c'était un peu plus d'actualité, comme 1984 diront certains, on va en reparler justement. En attendant, portez-vous bien et parlez de science, de philosophie et de philosophie des sciences autour de vous autant qu'il vous plaira.